Je disais donc oui que c'est important quand on porte un projet comme ça de le faire aboutir pour l'ensemble de la profession. Donc ça ne sera pas seulement de mettre une étiquette et puis un référent territoire et puis après derrière ne rien développer, ne rien mettre en place et ça desservirait euh, puisque ça créerait de la déception de la part des, de la part des collègues. Voilà, faut être en soutien des personnes éventuellement en difficulté, repérer les difficultés, faire remonter les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées sur le terrain, liées à la spécificité du territoire. Tout ça, ça demande aussi de déployer peut-être des études, des enquêtes terrain pour pouvoir comprendre ce qu'elles vivent sur le terrain et à quoi elles sont confrontées dans leurs institutions. En fait, c'est pas quelque chose, c'est pas un petit truc, hein. C'est pas un petit truc du tout. Donc, il faut que j'arrive à voir où est-ce que je peux caser ça dans ce que je fais déjà. Est-ce que je peux caser? Non, non, c'est pas. Euh, bon, si les réunions sont en visio et que voilà, si les réunions sont en visio, je peux le faire un peu de partout en fait. Les réunions, c'est pas une problématique. Aujourd'hui même avec les arrières, comment dire ça, arrière-plans, voilà, avec les arrière-plans qui sont mis que l'on peut mettre. En fait, on peut être même à l'extérieur et puis mettre un arrière-plan et puis faire la réunion, quoi, même dans sa voiture. Donc, c'est pas tant. Si les réunions sont en vidéo, ça peut passer. Mais si. Il faudra aussi des réunions de visu, quoi, en fait. Il faudra aussi des réunions de visu. Organiser une réunion de visu, c'est quand même une grosse, action. À voir, à réfléchir. Je pense que c'est passionnant, hein, ce serait top. Ce serait top, ce serait passionnant, passionnant, passionnant. Voir la souplesse qu'il peut avoir sur certaines actions, certaines activités et tout. À voir. Puis ça demande aussi de mobiliser aussi les professionnels, parce que les professionnels ont du mal aussi à s'impliquer dans l'association nationale. Hein. On a à peu près 33 000 assistantes sociales dans toute la France. Hein. 33 000 assistantes sociales. Et je ne suis pas convaincue que la moitié des assistantes sociales soient inscrites, adhérentes à l'ANAS. Donc voilà. Donc si elles n'intègrent pas à l'ANAS, c'est qu'elles ne se sentent pas représentées. En tout cas, elles ne se sentent pas représentées, je pense, pour bon nombre. Et elles ne voient pas les évolutions, elles ne voient pas l'impact, elles ne voient pas ce que l'ANAS fait pour changer la profession, faire évoluer la profession. Pourtant, elles travaillent énormément. L'équipe travaille énormément. Voilà. Je pense que, et puis j'ai fait remonter cette remarque-là, c'est qu'elles ont du mal à projeter une image, c'est-à-dire que lorsque l'on associe une identité, une image à un projet, c'est plus facile. Il faut absolument que
présidente, il faut qu'on la voie, il faut que voilà, on sache qui est derrière la NAS, quel est le projet, c'est important, important. Sur les réseaux sociaux, moi je connais la présidente, donc je, je sais que je l'identifie très rapidement, mais je ne suis pas convaincue qu'il y ait énormément d'assistantes sociales qui connaissent et savent qui est la présidente de la NAS. Et ça, c'est important aussi. C'est important parce que elles ont une image un peu vieillotte. On a l'impression que c'est une association de vieilles dames. Voilà, voilà. Je pense que c'est une fausse impression. En effet, ce sont des anciennes, en effet. Mais je pense que je pense que c'est une fausse image et qu'elles ne sont pas bloquées dans un, comment dire, dans un fonctionnement un peu archaïque. Pas du tout, au contraire, elles ont la volonté de développer et puis d'aller vers quelque chose de beaucoup de moderne. Hein. Donc voilà, voilà, mais ça, il faut que les gens le sachent, il faut que les gens le voient, ce que la NAS met en place voilà, pour totalement intégré. Donc mais, ça va le faire. Je pense que ça va évoluer et puis le métier va évoluer et que on va aller. Bon, moi j'ai une idée de là où je voudrais que le métier évolue, euh, mais bon, tout en conservant l'origine aussi. Hein. L'origine, c'est-à-dire que le métier, comme il a été pensé, je vais dire, à la période de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, le métier existait déjà bien avant. Il a été mis en place, on peut considérer qu'il a été mis en place avec les lois sur les retraites ouvrières et paysannes, qui dataient loi de 1800, dans les années 1890. 90, je pense. Et puis il y a aussi la loi sur les accidents du travail. C'est là où il y a eu un tournant assez important sur l'action sociale parce que à l'époque il y avait du patronage et que ce sont les employeurs qui ont considéré que eux n'avaient pas le temps de s'occuper des problèmes sociaux de leurs salariés et donc qui ont au départ délégué au sein même de leur structure, ils ont délégué à du personnel le suivi social de leurs salariés. Donc il y avait des personnes à qui étaient attribuées des heures pour pouvoir voilà, mener des actions sociales auprès des salariés. Et donc, je crois qu'à l'époque, on les appelait les surintendantes d'usine. Donc, c'était la classe ouvrière à qui les employeurs mettaient en place ce dispositif de surintendante d'usine pour pouvoir aider les salariés. Et en fait, c'est comme ça que l'action sociale a débuté. C'est lié au travail. Ce sont les employeurs qui ont posé cette action sociale de manière professionnalisée. De manière professionnalisée, parce que si on regarde sur le milieu médical, il y avait avant ce qu'on appelle les hôtels-dieux. C'était des bonnes sœurs en fait qui menaient des accompagnements liés aux problématiques de santé des personnes. Mais les hôtels-dieux existaient bien avant les lois professionnelles, non lois sur les retraites ouvrières et paysannes. Donc c'était déjà une amorce en fait à l'époque. Ce que faisaient les bonnes sœurs dans les hôtels-dieux était une amorce du travail social au milieu médical. Mais c'est le milieu professionnel, c'est les entreprises qui ont changé la donne et qui ont professionnalisé. C'est-à-dire que les surintendants d'usine sont payés pour faire ce travail d'accompagnement. Et puis, il y a eu les deux guerres, la première et la seconde guerre, qui ont
posé les fondations en fait du travail social, du métier d'assistante de service social, dont tout particulièrement la Seconde Guerre mondiale, voilà, puisque je pense que ah oui, je crois que avant il y a eu la mise en place du diplôme d'État d'assistante de service social et la Seconde Guerre mondiale a ancré le travail social parce que elles ont constitué une résistance dans cet état de guerre euh, et leur travail était important. Et leur travail était encore plus important car il fallait non seulement durant la guerre aider les femmes à assurer leurs responsabilités et puis après la guerre quand les veuves des orphelins voilà, et les assistantes sociales ont œuvré ça et puis il fallait aussi puisqu'elles n'avaient plus de mari il fallait aussi leur permettre d'accéder à du travail et puis voir comment les enfants allaient être gardés. Elles ont œuvré aussi dans ces domaines-là pour faciliter la mise en place des crèches, des accueils pour les enfants, des gardes. Et donc, c'est là où l'assistante sociale s'est imposée comme une profession, je dirais quand même indispensable dans la société civile pour toutes ces actions qui ont été menées. Donc voilà, mais maintenant aujourd'hui on est là sur un tout autre mode. On est sur un. Il faut faire évoluer le métier. Je pense que aujourd'hui on ne peut pas proposer que du travail social comme il se faisait auparavant. Le travail social libéral constitue une innovation dans les pratiques et puis l'acceptation que c'est une révolution même, hein, l'acceptation que l'expertise sociale peut être marchandée, mais directement par la personne. Moi, je suis partie de la logique qu'un médecin a une expertise médicale et que ce médecin qui a une expertise médicale vend son expertise médicale. L'avocat qui a une expertise en droit vend son expertise de droit. Pour quelle raison l'assistante de service social ne pourrait pas elle aussi vendre son expertise dans son domaine de spécialisation? Et donc moi je pense que le travail social libéral s'inscrit dans le développement de l'action sociale et du travail social. Maintenant il faut toujours garder aussi les ancrages originels, je vais dire, dans ce sens où il faut conserver le pourquoi. Le pourquoi, c'est le pourquoi est-ce que à l'origine ce métier s'est mis en place. Donc, si on ne veut pas faire fuir, fuir les jeunes assistantes sociales qui sont très idéalistes, et puis même au-delà d'être idéaliste, c'est surtout que vous savez, on a différentes personnalités, il faut pouvoir répondre aux différentes personnalités. Il y a des personnes qui ont juste envie de faire leur travail. Voilà, elles aident un peu les personnes. Elles sont payées pour faire ce métier, elles sont contentes, elles sont heureuses, elles sont épanouies et puis elles rentrent chez elles. Elles n'ont pas, elles n'ont pas envie de développer des affaires ou de développer un truc. Et ça, c'est dans la personnalité de la personne. Et ça aussi, il faut savoir aussi le respecter. Et donc c'est pourquoi garder le travail social comme il a été pensé à l'origine, c'est important. C'est parce qu'il faut pouvoir que tout le monde puisse, que toutes les assistantes sociales puissent s'y retrouver. Si vous allez sur une généralisation de la marchandisation de l'action sociale, on risque de perdre de nombreuses assistantes sociales parce que déjà ça demande des compétences qui vont au-delà du travail social classique et un investissement assez important. Hein, une personne qui vient et puis qui fait son travail tranquille et qui repart n'a pas envie après d'avoir à gérer d'autres communications, prospection. Voilà. Donc ça fera fuir ce type d'assistante de service social. Et donc il y a aussi ce développement-là sur l'action sociale libérale
qui est complètement différente, qui répond aux besoins de beaucoup d'assistantes de services sociaux, je pense. Et donc il faut aussi offrir cette possibilité-là aussi. Et moi, je souhaiterais qu'on développe aussi, on développe et qu'on aille vers aussi, mais c'est une spécialisation, hein, vers des conseillères d'action sociale. Et là, on serait aussi sur une spécialisation, tout autre domaine aussi, hein, mais c'est permettre aussi à chacun de travailler comme elle le souhaite en fait, hein. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de... Et celle qui souhaite faire son petit taf et puis rentrer chez elle, ben, elle a parfaitement raison. Celle qui souhaite plus s'en développer, développer son projet, son action et tout, ben, elle a aussi raison. Celle qui souhaite mettre en œuvre son expertise sur un schéma beaucoup plus étendu et plus visible, je dirais, eh ben, elle a parfaitement raison. Le tout, c'est que en définitif, ben, qu'on conserve l'idée de corporatisme du métier et l'idée de se dire que on conserve quand même la base et les origines du travail social. Certes, l'histoire fait que le travail social s'est développé, il faudrait voir dans les autres métiers, avocats ou médecins, comment à l'origine ils se sont déployés. Bon, je pense que c'est des métiers très anciens, hein, très anciens. Mais, mais bon, on a nous aussi, à défendre. Et puis je pense que la jeunesse aussi souhaite pouvoir travailler autrement. Je pense que les jeunes n'ont pas l'envie simplement de faire un... Il faut pouvoir leur apporter un projet aussi, un projet qui soit différent de ce que faisaient les aînés auparavant. Et que chacun puisse définir comment elle souhaite travailler et voilà, euh, comment elle souhaite se, se développer. Donc voilà pour ce sujet. Bon, allez, je me lance dans toutes les démarches.